que voudrait que vous parliez. Pour si vous avez des questions à poser, il est à votre disposition et ce serait bien qu'il puisse regrouper des questions. Voilà, Thomas Potier, qui est étudiant en Master 2 et qui est aujourd'hui l'assistant pour l'organisation de cette manifestation.
Moi, en fait, je... Allez, est-ce qu'on peut demander au dernier de s'installer? Il y a encore des places devant, donc les dernières personnes qui arrivent peuvent venir devant, il y a encore des places. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire silence d'abord. D'autant qu'il y a nous sommes retransmis en ligne, notamment sur le campus de Reims. Donc, je salue également les personnes qui sont en ligne. Je me présente, je m'appelle Paul Linière, je suis vice-recteur de l'Institut catholique de Paris. Et je veux simplement dire quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue à tous et merci d'être aussi nombreux. Et introduire l'intervenant. Mais peut-être un mot avant sur les mercredis de la communication, puisque pour certains d'entre vous, c'est sans doute une découverte. En tout cas, pour les Rémois, c'est une découverte. Je voulais dire que c'est une organisation, une tradition bien établie maintenant à l'Institut catholique de Paris, puisque ça existe, Bernard le Chardonnier me disait que ça existe depuis 6 ans maintenant.
Donc ça attire les mercredis toujours autant de monde. Donc c'est une belle tradition bien installée. Aujourd'hui d'ailleurs, nous avons entre les personnes présentes et les personnes en ligne quasiment 500 participants. Donc voilà, c'est beaucoup de monde. Et je crois que ce monde, on le doit non seulement au fait que les mercredis de la communication sont bien installés dans notre établissement, mais également à la qualité de l'intervenant. Donc je vais présenter maintenant et je vous remercie d'être là. Donc, Monsieur Le Fischer, puisque vous êtes là depuis un certain temps à l'ICP, Bernard me disait que vous aviez œuvré avec lui pour la constitution du Master 2. Lors de la création des maquettes, pour l'esprit même qui a été insufflé et l'organisation de ce master pour les intervenants. Et on espère qu'on va continuer après cette séance les collaborations ensemble. On espère ne pas vous dissuader par les questions que vous poseront les étudiants. Donc on espère continuer ces collaborations avec vous. Quelques mots pour présenter notre intervenant d'aujourd'hui, puisque je crois que c'est grâce à lui que nous avons aussi autant de monde. Je dirais c'est grâce à lui et grâce au sujet. Alors, grâce à lui, parce que, j'allais dire, en France, c'est quand même un des meilleurs, un des plus grands spécialistes de la communication. Pour ceux qui n'ont pas encore scruté son CV en détail, vous avez fait vos études aux États-Unis, donc vous avez à la fois une culture américaine et européenne, puisque vous avez fait des études il y a un peu plus de 30 ans, j'ai vu, aux États-Unis, à Los Angeles et puis en Europe, en France. Pour les personnes, je dirais, si je peux me permettre, de notre génération, c'est vrai que ceux qui avaient fait des études aux États-Unis avaient toujours un avantage compétitif et voyaient les prémices d'un certain nombre de choses arriver, en particulier sur la côte ouest où vous étiez pour vos études. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à noter. Puis dans la suite de votre carrière, vous avez œuvré dans différents secteurs, donc l'audiovisuel classique, la télé, la télévision publique, ça existe encore, mais voilà, la 1, la 2, j'ai vu. Et puis différents secteurs dans l'industrie. On verra ça peut-être plus en détail, vous pourrez poser des questions plus en détail par la suite. Et maintenant, donc, vous consacrez au secteur du conseil, du coaching du conseil, dans le cabinet dont le nom est mentionné là sur l'écran, Oasis Consultant, depuis quelques années. Donc merci à nouveau d'être là. Sur le sujet, je pense que nous avons tous beaucoup de chance de vous écouter sur ce sujet, puisque les métiers de la communication font partie des métiers qui changent tout le temps très vite. Il y a toujours des métiers qui sont en transformation, des métiers qui disparaissent, d'autres qui se renouvellent. Donc c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution. Je dirais que c'est un des secteurs qui est sans doute le plus en perpétuelle évolution. Et les certitudes d'hier doivent être remises en cause en permanence. Alors, je crois que l'objectif de cette conférence, c'est un peu que vous, au regard de votre expérience du secteur, des secteurs, je dirais, de la communication, au regard de votre expérience américaine, française, internationale, au regard des 30 dernières années, alors on ne va pas vous demander de nous donner une lecture des 30 prochaines années, mais si on a déjà quelques idées sur les 4-5 prochaines années, je pense que ça correspond à un horizon qui intéresse tous les étudiants qui sont là, pour leurs études, pour leur entrée dans la vie professionnelle. Et ça intéresse aussi les enseignants qui sont là, je remercie d'ailleurs d'être là, pour aussi orienter nos enseignements. Donc je vous remercie, et d'ailleurs je suis tellement intéressé par le sujet que je vais quitter la table et aller m'intéresser juste en face pour vous écouter. Merci. Bien, merci. Je dis merci à Paul Linière, au vice-recteur, d'avoir reçu Bertrand Le Fischer pour cette conférence inaugurale des Mercredis de la communication. C'est une conférence importante puisqu'elle donne le ton de l'année. Et les Mercredis de la communication, cette année, vont être placés sous le signe de la communication publique et également de la communication professionnelle, ainsi que, vous le savez, à travers le programme que nous avons déjà diffusé. Mais ce sur quoi, en 2 mots, je voudrais insister, c'est le fait, je passe mon temps à le dire aux étudiants, et là on le vit, c'est que ce sont des métiers que nous effectuons tous à travers le temps, à travers un réseau
non seulement professionnelle, amicale, mais extrêmement serrée et extrêmement fidèle. Ainsi, Bertrand Lefischer, on s'est connu il y a 25 ans. Il était à l'époque à France 2 en tant que directeur du programme et de l'antenne. Moi-même, j'étais directeur à ce moment-là du développement du groupe Hachette, et on a travaillé ensemble sur un certain nombre de projets qui concernaient d'un côté l'audiovisuel, d'autre part l'édition, et en sont nées un certain nombre de réalisations sur lesquelles je n'ai pas insisté là-dessus. Mais au fond, c'est toujours cette histoire que nous avons, c'est de cette fidélité, de cette permanence à travers le temps dans nos relations et dans l'aide réciproque qu'on peut appeler. Et moi, effectivement, il y a 3 ans, lorsqu'on a créé le Master 2, je me suis dit il faut que les étudiants qui sortent de ce Master 2 soient véritablement au niveau de la demande professionnelle. Bon. Et c'est ainsi que Bertrand a bien voulu donc nous aider à créer la maquette et puis surtout à recruter les enseignants professionnels, qui sont d'ailleurs toujours ceux qui aujourd'hui font le bonheur de nos étudiants, dont Thomas Potier, qui est étudiant actuellement en Master 2. Et à chaque fois, je demanderai pendant les conférences justement à un étudiant de Master 2 de nous assister et de représenter les étudiants ici. Donc voilà, donc encore une fois, c'est une histoire d'homme d'abord. Bon, cela dit, c'est une histoire d'homme aussi par rapport à vous, puisque notre responsabilité pleine entière, c'est de vous donner toutes les possibilités ensuite, non seulement d'entrer dans le métier, mais surtout d'avoir les armes qui vous permettront de vous imposer rapidement, sachant que aujourd'hui, eh bien, il faut bien dire que vous êtes dans une génération qui a la chance, à mesure même où toutes les sociétés sont en pleine transition numérique, ils ont enfin compris ce que c'était, enfin, il faut espérer du moins, et qu'aujourd'hui, ils ont besoin de jeunes cadres, si vous voulez, habiles, agiles, intelligents, cultivés, et je pense que ce que nous faisons ici à l'ICP, ça correspond bien à ces différents critères. Donc, entre l'expertise de Bertrand, entre la chance que nous avons d'être dans cette maison qui est acquise à la qualité, et puis d'autre part à cette conscience qui nous anime tous, étudiants comme enseignants, je pense que nous avons toutes les chances. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je vois le temps passer, que les étudiants qui ont été avec nous il y a 2-3 ans se retrouvent dans une superbe situation et sont en train de devenir les Bertrand Fischer de l'avenir. Hein. Voilà, et je ne demande que ça. Et déjà, le fait que nous soyons tous là aujourd'hui est une démonstration de ce désir et de ces réalités. Bertrand, je te laisse la parole maintenant sur le sujet que nous avons choisi, à savoir les nouveaux métiers de la communication. Merci Bernard. Le sujet, il est à la fois d'actualité, très récent, très vivant, très alimenté par des mutations profondes qui concernent les métiers de la communication, des mutations constantes. Mais en fait, quand on regarde un peu justement les 30 dernières années, il y a toujours eu des mutations et des changements technologiques, d'usage sociologique, de comportement des audiences, des consommateurs au sens large de l'information. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis probablement une quinzaine d'années, les mouvements, les changements se sont accélérés et la profondeur de ces changements s'est amplifiée, notamment par la technologie, et la technologie numérique, digitale, qui a été véritablement, plus qu'un changement, une mutation profonde, d'une part dans la production, mais aussi dans la consommation, la diffusion des informations au sens large, qu'il s'agisse d'une information d'actualité ou du divertissement. Et on le voit aujourd'hui finalement avec le cinéma, on le voit aujourd'hui avec le livre, on le voit aujourd'hui avec la télévision et plus globalement l'ensemble des contenus, où on le voit aussi aujourd'hui avec non pas seulement le secteur de la communication que je viens d'évoquer, mais la fonction communication, c'est-à-dire dans les entreprises, des DIRCOM, des équipes de communication qui doivent changer leur façon de travailler, qui doivent évoluer en fonction de ces nouveaux usages et qui doivent apprendre aussi rapidement à intégrer des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouvelles approches pour pouvoir continuer à promouvoir leurs images, les images de l'entreprise ou des organisations pour lesquelles ils œuvrent. Mais plus précisément, pourquoi se poser la question sur l'évolution des métiers à la fois de la fonction et du secteur de la communication ? Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui m'a marqué ce matin, c'est la sortie d'un bouquin
dont j'ai oublié l'auteur, mais enfin ça s'appelle Hier journaliste, hier, virgule, journaliste, qui fait le constat que depuis 3-4 ans, le nombre de journalistes est en profonde diminution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui avaient choisi de devenir journalistes et qui ne veulent plus devenir journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui exercent leur métier et puis qui veulent ne plus continuer à exercer ce métier, qui veulent changer. Et donc ça, je trouve que c'est un signal, ça c'est un fait, c'est un signal en même temps profond des mutations. Alors on pourra revenir sur le pourquoi, mais c'est très important comme ça, de repérer un peu ce qui se passe et d'avoir une lecture de l'évolution, vous étudiants qui allez être sur le marché demain ou après-demain, d'avoir une lecture non seulement actuelle, mais aussi un peu prospective du marché et de ses caractéristiques. À une époque où finalement les DIRCOM d'entreprise sont plus aujourd'hui des chefs d'orchestre qui doivent jongler sur une quinzaine d'outils médias, multimédia en permanence, à une époque où ces fameux DIRCOM doivent gérer une communication interne qui était longtemps le parent pauvre de la communication, qui est aujourd'hui centrale, parce qu'elle accompagne les transformations urgentes de l'entreprise, transformation numérique, mais aussi transition écologique, transformation sociétale, tout ce que vous voyez sur la raison d'être, sur les entreprises à mission. Et donc se dire comme, finalement, sa fonction a totalement changé en l'espace de 4, 5, 6 ans, 10 ans maximum. À l'heure où les réseaux sociaux, j'allais dire, font la loi, ou en tout cas défont une réputation en quelques minutes, hein, c'est la fameuse phrase de Warren Buffett, il faut 20 ans ou 30 ans pour construire une réputation, il faut 5 minutes pour la détruire. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Parce qu'il y a à la fois les réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu qui bouleversent les perceptions, les images qui ont été patiemment construites. Des groupes de pression peuvent se constituer en l'espace de quelques heures pour dénoncer, à tort ou à raison d'ailleurs, telle ou telle entreprise ou tel agissement. 100 millions de podcasts écoutés chaque mois en France. 100 millions de podcasts écoutés chaque mois en France pour une industrie qui a 15 ans, 16 ans. C'est l'origine du premier podcast. Netflix investit 17 milliards dans la création originale. Pour une première création, c'était une série qui s'appelait House of Cards, qui a débuté en 2013. Donc c'est tout à fait récent. La production de télévision, qui aujourd'hui se regroupe avec des mouvements de concentration très, très puissants, sous un leader mondial indépendant d'origine française en termes de management, qui s'appelle Banijay, etc., etc. On pourrait multiplier comme ça des éléments, des composantes qui illustrent, chacune à sa façon, un marché en explosion permanente. Et ce n'est pas fini, on va le voir dans quelques instants. Alors pour présenter un peu les conséquences de ces tendances, les conséquences de ces mutations sur les métiers, puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, j'ai essayé d'organiser les choses autour de trois pôles d'activité, que sont, si ça veut bien fonctionner, vous voyez, c'est le digital, la techno, ça marche. Non, ça ne marche pas. On va appeler... Que sont donc la communication en entreprise, avec la fonction communication, les médias, parce qu'évidemment les médias sont parfaitement articulés à la communication, d'une part en tant que secteur, mais d'autre part en tant qu'outil pour les communicants, et un point que j'ai traité, même s'il est totalement archi-présent, central, essentiel, en termes d'intégration dans les deux premiers, c'est le digital. Mais qui répond aussi, ça marche pas, peut-être, ça marche pas. Est-ce qu'on peut quand même, ouais. Voilà, non, ah, voilà. Donc vous voyez, la technologie effectivement est source de disruption, comme on dit. Alors sur le premier chapitre que je veux évoquer avec nous, voilà, alors, les trois, communication, entreprise, médias et digital. Quelles sont les tendances de fond sur ces secteurs d'activité, sur ces fonctions, et donc les conséquences qu'ont ces tendances sur les métiers. Alors, il y a des choses qui sont parfaitement établies, qui vont perdurer, puis il y a des choses assez nouvelles, vous allez voir, qui, a priori, devraient vous intéresser. Alors, j'ai décidé, pour chaque secteur, de faire un top 5. Voilà. Un top 5 de 5 grandes tendances, 5 grandes dynamiques, je devrais dire, pour les médias, 5 grandes dynamiques pour la communication d'entreprise, 5 grandes dynamiques pour le digital,
qui vont avoir, ou ont déjà, bien entendu, des répercussions lourdes sur les métiers, les fonctions et les évolutions. Alors, les 5 grandes dynamiques sur la communication d'entreprise, la première, vous la connaissez, c'est que la com, elle est aujourd'hui, c'est un fait établi, à 100% digital. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer qu'il y a un DIRCOM et puis à côté une fonction digitale. Tout ça est totalement intégré. Si demain vous êtes responsable de communication ou si vous prétendez à des postes de communication dans des organisations, dans des entreprises, forcément vous allez utiliser des outils numériques, forcément le digital va être au cœur des stratégies. Forcément, ces vecteurs, ces canaux qu'on appelle les réseaux sociaux, qu'on peut appeler peut-être des podcasts dans d'autres cas, ou d'autres outils, d'autres formats, seront au cœur de vos réflexions, seront au cœur de vos actions. C'est très important parce que cette notion de 100% digital, de digital centric, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire de digital placé au centre des stratégies et des actions, a largement modifié, bouleversé le métier de DIRCOM. Aujourd'hui, le métier de DIRCOM, c'est vraiment être un architecte multimédia pluricontenu. Et ce n'est pas simplement appeler 3 relations qu'on a dans la presse ou essayer de faire du lobbying pour telle ou telle opération. Le métier de DIRCOM, il est aussi 100% digital en termes d'équipe, c'est-à-dire qu'on trouve des équipes pluridisciplinaires de technologies qui viennent upgrader, si je puis dire, en technologie et en outils l'entreprise, mais aussi qui viennent apporter une expertise dans tel ou tel secteur. C'est-à-dire qu'il y a des community managers, il y a des responsables de la e-réputation, il y a des responsables plutôt marketing pub, je ne parle même pas du e-commerce, etc. Et tout ça qui a commencé il y a à peu près 25 ans, oui déjà, pas loin, 30 ans, parce que moi j'ai été amené à créer AOL c'était en 95, donc ça fait pas loin de 30 ans. Tout ça a pu modifier ces métiers-là que sont les métiers de la communication. Donc si vous vous intéressez à ça, ayez une lecture précise du marché, ayez une lecture active du marché sur les tendances, sur ce qui se passe et comment le digital impacte ces fonctions, ces métiers. La deuxième tendance, et ça elle est moins connue, qui caractérise finalement les métiers de la communication dans l'entreprise, c'est que la com interne qui a été pendant 30 ans le parent pauvre, c'est-à-dire quand il restait une queue de budget, on vous filait à faire le journal interne, une feuille de chou, etc. Aujourd'hui, la com interne, elle est au centre. Elle est centrale, elle est primordiale. Donc s'il y en a parmi vous qui s'intéressent à la communication interne, c'est-à-dire communication spécialisée, experte auprès des publics internes d'une entreprise ou d'une organisation, franchement, il y a des débouchés et des gisements d'opportunités extraordinaires dans les 10 ans qui viennent. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, première des raisons, c'est que la com interne, elle est boostée, elle est mise au centre parce qu'il y a des transformations permanentes dans les entreprises. La transformation digitale, on en a entendu parler, mais la transition écologique, c'est le prochain grand chantier qui est déjà sur les rails, mais qu'il faut continuer à faire vivre et à accélérer. Je ne parle même pas de la transition vers ce qu'on appelle la RSE ou le rôle sociétal que vont avoir de plus en plus les entreprises. Beaucoup d'entreprises, le grand chantier, travaillent sur par exemple, leur raison d'être. Elles ont passé, ces entreprises, les 50 dernières années à travailler sur leur marque. Je pense qu'elles vont passer les 30 prochaines à travailler sur leur culture, leur raison d'être, le pourquoi en 2 mots. Eh bien tout ça, une fois que c'est établi, c'est bien beau, une fois que ça a été réfléchi, stratégisé, il va falloir le communiquer en interne. Le communiquer pourquoi? Pour que les gens, d'abord, aient l'information et ensuite y adhèrent. Pour que les gens non seulement y adhèrent, mais y participent à cette culture. Donc la communication interne est aujourd'hui absolument centrale. Réfléchissez-y. On est dans un modèle où finalement l'entreprise devient totalement arrimée aux enjeux de société. Quand vous appelez Danone, quand vous appelez Total, quand vous appelez Suez, vous êtes de facto articulé à des grands enjeux de société mondiaux. La nutrition, le régime alimentaire pour l'un, l'énergie pour l'autre, etc. Donc voyez comment est-ce qu'on peut mieux et plus communiquer de manière plus fine en interne, ce qui n'a pas été le cas durant les dernières années. La troisième dynamique, c'est la notion de communication sensible et de communication de crise, qui, là aussi, génère des gisements d'opportunités extraordinaires parce qu'on a besoin de spécialistes de com de crise et de com sensible. Alors la com sensible, c'est quelque chose qui précède la com de crise, c'est-à-dire que la crise n'a pas eu lieu. Mais on sait que c'est un sujet sensible. Par exemple, si je communique sur, justement, je le mentionnais, sur des sujets sociétaux,
sur peut-être des débats qui touchent la société et la politique en ce moment. Et la com de crise, à contrario, c'est là vraiment quand il y a une crise, ça peut concerner un produit qui comporte une malfaçon, ça peut concerner une crise éthique à l'intérieur de l'entreprise, etc. Et on a besoin à ce moment-là de communiquer d'une certaine façon. À telle enseigne, c'est qu'il y a des agences spécialisées en com de crise, et il y a dans chaque grande agence de communication des départements spécialisés dans la crise. Il y a juste un truc qui a changé, c'est que jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux, jusqu'à 10, 12 ans, 15 ans peut-être, la crise était, par définition, inscrite dans un temps court. Plus ou moins le court, mais une séquence. Aujourd'hui, la crise, elle est potentiellement permanente. Parce qu'avec ça au bout de la main, un organisme de citoyens peut se constituer en quelques minutes ou en quelques jours et porter la contradiction ou relever une crise. Créer une crise, en dénonçant tel ou tel aspect ou telle chose. Et donc ça, c'est très important parce que et les réseaux sociaux, là encore, et les chaînes d'information en continu ont fait en sorte que l'état de crise d'une entreprise, l'état potentiel de crise, devienne un état permanent. Donc il faut des experts en communication, des stratèges en communication susceptibles de traiter ces crises. Et on le voit tous les jours aujourd'hui. Vous verrez, regardez les médias, regardez qu'ils soient papier ou numérique, vous verrez qu'il y a des crises potentielles que les entreprises essayent de combattre, alors avec plus ou moins de bonheur, voire même de prévenir, bien entendu. Pensez aussi à ça, parce que cet état de crise permanent qui met l'entreprise et les organisations sous tension exige des expertises pointues. Quatrième tendance déjà établie, mais qui s'accélère encore davantage, qui s'accentue encore davantage, c'est qu'aujourd'hui, le contenu éditorial est stratégique. C'est-à-dire que je pense qu'on va voir, c'est déjà le cas, mais on va voir émerger un poste qui s'appelle le directeur ou la directrice des contenus, le Chief Content Officer, si on veut prendre la dénomination anglaise, qui sera autre chose que la directrice ou le directeur de la communication. Ce sont là des contenus qui émanent d'une entreprise ou d'une organisation ou d'une institution, mais qui sont éditoriaux, qui ont une valeur utilitaire, qui ont une valeur de renseignement, qui ont une valeur informative ou qui ont une valeur de divertissement, peu importe l'usage. Mais en tout cas, c'est des contenus finalement qu'on pourrait retrouver peu ou prou sur des médias ou des plateformes médias classiques. Et là, ça devient la propriété de la marque ou de l'entreprise ou de l'institution qui devient diffuseur. On le voit, hein, ça a été initié il y a quelques années déjà par Starbucks ou ça a été initié par des entreprises, comment s'appelle cette grande marque de boissons énergisantes gazeuses, Red Bull, voilà, qui a monté des chaînes et un studio de production dans les sports extrêmes, dont les programmes, il n'y a aucune allusion faite à Red Bull. De temps en temps, un petit truc. Mais ce n'est pas ça leur modèle économique. Leur modèle économique consiste à vendre ces programmes de sport extrême à des chaînes de sport, par exemple. On pourrait aussi citer Mattel. Il y a un studio hollywoodien qui produit des dessins animés, des jeux vidéo, etc. Donc les entreprises deviennent des médias qui diffusent et distribuent des contenus. Bien sûr, avec l'idée que ça rebondisse positivement sur leur marque et que ça génère des ventes de leurs produits. Mais ce n'est pas tellement ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de développer, grâce à des contenus, une relation fine et pérenne avec des communautés sur l'écosystème numérique. Parce que s'il n'y a pas ça, la marque perd son contact aujourd'hui. Et la pub classique souffre de ça. Donc, si vous avez des velléités de vous intéresser au contenu au sens large en termes d'édition, de conception, qu'il soit écrit, audiovisuel ou autre, il y aura des opportunités classiques en termes de métiers dans les médias, mais il y a ces divisions, ces départements contenus à créer, à développer au sein des grandes marques. Je parle des marques commerciales, mais ça peut être aussi au sein des organisations ou des institutions, y compris par exemple les musées qui aujourd'hui, grâce à la technologie, diffusent des visites virtuelles, travaillent sur les métaverses, etc., etc. Terminons avec, peut-être, alors ça vous touche directement, la cinquième dynamique de la notion d'organisation ou de fonction de communication au sein des organisations, c'est que la fonction communication, aujourd'hui, c'est plus seulement une fonction, c'est plus seulement un titre, c'est une expertise qu'on demande à tous dans l'entreprise de posséder. On demande à une directrice financière d'être une communicante. On demande à un directeur des ventes d'être un communicant. On demande à une directrice juridique d'être une communicante.
Et donc pour vous, étudiants, on vous demande aussi d'être communicant. On vous demande aussi d'être communicant parce qu'à la sortie de vos études, il y a un niveau d'attendu en termes de présentation de soi, en termes de présentation de son projet professionnel, qui est extrêmement élevé en termes de professionnalisme. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est de travailler sur cette, on appelle ça dans les pays anglo-saxons le personal branding, sa marque personnelle. Alors ça peut faire bondir en disant mais je ne suis pas une marque, c'est pas ça dont il s'agit. C'est plutôt un processus qui consiste à dire comment est-ce que je me positionne au mieux sur un marché qui est le marché de l'emploi, comment est-ce que je me présente de la manière la plus impactante, comment est-ce que j'agis en présentant ma force de proposition pour me différencier des autres. Parce que c'est ça l'enjeu du premier emploi et d'ailleurs du deuxième et du troisième. C'est la singularité que je suis à même d'établir dans mon discours auprès des recruteurs, auprès des DRH, auprès des cabinets de recrutement, etc. Donc, travaillez ça. Pensez à comment est-ce que vous, effectivement, vous pouvez vous différencier. Et tout ce que vous apprenez, finalement, ici, en termes de communication, ou ce que vous pouvez apprendre en termes de stratégie de communication appliquée aux marques, appliquée à la politique, appliquée aux institutions, aux organisations, appliquez-le aussi à vous. Alors après la fonction communication, passons finalement à la suite de l'écosystème, c'est-à-dire aux médias. Qu'est-ce qui se passe dans les médias? D'abord, le digital a démultiplié l'offre média. C'est incontestable qu'en 10, 15 ans, 20 ans, on n'a jamais eu une telle offre média. Il suffit pour s'en convaincre d'aller sur YouTube ou d'autres réseaux, et la multitude, la volumétrie des contenus est absolument dantesque. N'oublions pas aussi que certains acteurs sont nés il y a 20, 25 ans. Netflix, Spotify est encore plus jeune, etc., etc. Si je suis producteur de télévision, je suis très intéressé. Tout d'un coup, en l'espace de 15 ans, j'ai eu 5 ou 6 clients de plus. Apple TV, Amazon Premium, Prime, Netflix et d'autres. Donc, l'offre digitale, la technologie a permis à des nouveaux acteurs de développer des offres de médias, qu'elles soient plateformes ou qu'elles soient médias. On reviendra là-dessus, ce qu'on appelle les pure players de contenu. Il y en a aujourd'hui, y compris en France. Et avec si vous prenez par exemple Brut, c'est un succès phénoménal et mondial. Alors après, on peut discuter de la ligne éditoriale, j'aime pas, c'est pas bien, etc. C'est autre chose. Mais on peut regarder avec objectivité l'entreprise Brut, le média, le pure player que ça représente, et le succès, les facteurs clés de succès qui caractérisent son évolution. Donc ça, c'est très intéressant aussi, parce que si je suis étudiant à un moment en communication ou que j'aborde la communication dans le cadre de mes études, je vais avoir des possibilités de métier et d'expertise auprès d'un univers, mais qui s'est largement agrandi en 20 ans. Moi, quand j'ai commencé ma carrière dans les médias, grosso modo, il y avait 10 chaînes. Et encore, je compte les petites chaînes thématiques, ou 15 chaînes. Aujourd'hui, il y a pléthore de chaînes, il y a les plateformes généralistes, spécialisées, avec différents modèles, et c'est pas fini. Donc, effectivement, le digital crée, en démultipliant l'offre média, des opportunités de métier, de création, de conception, de rédaction, de production, de marketing, parce que tous ces contenus, il faut évidemment les marketer et les vendre, hein. D'ailleurs, il y a un mouvement qui est très important, c'est que on voit bien que tout ce qui est audiovisuel, la télévision se markete aujourd'hui plus par des programmes, par des contenus, que par la marque. Le meilleur exemple, c'est Netflix. Netflix, on voit, communique par et pour ses programmes. Les marques stars, c'est pas Netflix, c'est les programmes, c'est les séries. La deuxième dynamique qui est très importante pour vous, c'est justement l'émergence que je l'évoquais il y a 2 secondes, l'émergence de pure players spécialisés dans les contenus. Alors on pourrait citer Brut, bien sûr, Combini, Loopsider, par exemple, dans le domaine de l'info. On pourrait citer plus récemment Néo, qui a été créé par Delavillardière, hein, qui a été lancé il y a quelques semaines. Mais on pourrait citer aussi d'autres formes et d'autres formats. Le nombre de studios de podcast est absolument dingue. Chaque radio a créé un studio de podcast, sans mentionner Binge ou sans mentionner Louis Média, etc., qui sont des nouveaux studios qui, en tout cas pour Louis Média, pas pour Binge qui a été un des précurseurs, mais qui émergent depuis quelques années. Donc là encore, si vous avez des velléités de travailler dans le domaine des contenus au sens large du terme, évidemment, vous allez considérer les studios de podcast comme des clients ou des employeurs potentiels.
Et puis, il faut aussi voir qu'il y a d'autres formes liées à des pure players de contenu qui mélangent think tank, c'est-à-dire réflexion d'idées, production d'idées, et médias, par exemple. Et puis, les pure players de contenu, ça ne concerne pas seulement le digital. Regardez le dynamisme de certains titres sur le papier. Il y a un groupe qui est très connu, qui en est le parfait exemple, c'est Society. Society, SoFoot, etc., qui a une démarche digitale extrêmement fine, extrêmement précise sur on va dire, la gestion au mieux des abonnés et la fidélisation des lecteurs, mais qui ne diffuse pratiquement pas de contenu sur le numérique. Regardez, l'entreprise est créée par Eric Fortorino il y a quelques années, Le 1, ou la revue, ce qu'on appelle les MOOC, le mélange entre magazine et book, 21. Donc, finalement, le digital a amené dans son écosystème des nouveaux acteurs extrêmement intéressants pour vous, parce que ça peut être des partenaires, des employeurs, etc. Mais finalement, par rebond, a dynamisé aussi le papier, qui par ailleurs, oui, souffre. Je regardais avec quelques contre-exemples, quand même, notamment dans la PQR. Googlez Ouest France et les actualités et les nouveaux chiffres qu'ils ont sortis. Regardez bien le cas Ouest France, parce qu'on vient de toute l'Europe étudier ce business case, de toute l'Europe. Avec une digitalisation qui a démarré très tôt, des créations de plateformes comme Actu.fr ou d'autres qui ont pris le relais du numérique, des offres spécifiques lancées pour les moins de 20 ans, etc., à prix absolument abordable. Enfin, c'est un exemple du genre. Donc, ce n'est pas la fin du papier, le numérique. Moi, on m'a toujours dit, finalement, que chaque nouveau média ne tuait pas l'ancien média. En ce moment, on pourrait reprendre l'histoire des médias très rapidement, mais la radio n'a pas tué le théâtre. Et la télévision n'a pas tué la radio, etc., etc. Et à un moment, on a cru que les chaînes thématiques allaient tuer les chaînes généralistes. Ben non, ce n'est pas le cas. Et puis, on a cru que Netflix allait tuer la télévision. Ben non, pas tout à fait. Et la télévision restera probablement avec un rôle qui aura évolué vers un rôle fédérateur, centré sur des grands événements, ou des grandes séries ou autres. Mais les médias, entre guillemets, s'empilent et trouvent leur place en bougeant dans un écosystème leur positionnement, en bougeant leur système de narration, leur storytelling, en bougeant leur marketing, etc. Voilà, mais enfin, l'information importante, c'est cette émergence de pure players de contenu qui est d'un dynamisme et d'une créativité absolument enthousiasmante. Alors, la troisième notion qui est importante par rapport au métier dans le monde des médias, c'est que les usages sont plus importants que les contenus. Les usages, c'est comment est-ce que finalement une audience va se comporter par rapport à des contenus. Est-ce qu'elle va regarder, par exemple, en VOD, ça a été un nouvel usage il y a quelques années. On avait la télévision linéaire, c'est-à-dire qu'il y avait des programmes, alors il y a beaucoup qui sont trop jeunes pour avoir connu ça, mais des programmes, ou à peine, mais des programmes qui étaient inscrits dans ce qu'on appelait, ou dans ce qu'on appelle toujours une grille de programmes, avec des rendez-vous fixes, et puis la VOD a fait voler ça en éclats, la vidéo à la demande, ou la SVOD, comme Netflix. Est-ce qu'il y avait un usage? Bah oui, apparemment. Il y a des contre-exemples. Mais les usages, quand vous raisonnez, si certaines ou certains d'entre vous sont appelés à jouer un rôle ou sont intéressés par les métiers de stratégie, pas forcément de contenu au sens création, mais contenu au sens de réflexion, de stratégie, de marketing, il faut plus travailler sur les usages que sur les contenus eux-mêmes. Alors les contenus eux-mêmes, oui, il faut les bons talents pour raconter les histoires, il faut les bons journalistes pour aller chercher les infos, il faut les beaux metteurs en scène pour réaliser les bons films, etc. Mais quels sont en amont les usages? Est-ce que Brut a démontré qu'il y avait un nouvel usage auprès d'une certaine génération? Voilà. Donc pensez à ça, raisonnez dans vos réflexions, portez attention à cette notion d'usage qui sont au cœur des modèles économiques finalement. C'est ça qui fait le succès ou l'échec d'une entreprise de contenu ou de médias. Alors, la quatrième dynamique à laquelle il faut prêter attention, parce que ça, c'était évidemment central, et dans les 15 ans qui viennent, ça va exploser, c'est que c'est le patron de Netflix et fondateur, Reed Hastings, qui dit « Mais je ne suis pas une entreprise de médias, moi. Je suis une entreprise de data. Et j'utilise la data pour travailler sur la notion de médias. C'est-à-dire que j'utilise la data pour travailler sur la conception des séries que je vais proposer, sur leur programmation, sur leur lancement, y compris sur la création très fine. Est-ce qu'il faut qu'il y ait tel ou tel personnage? Est-ce qu'il faut qu'il y ait telle ou telle intrigue, etc., etc.
Et donc, Netflix est une des plus belles entreprises de data et le plus bel exemple aussi mondial de cette utilisation de la data. Et ça montre qu'il y a là, alors dans la data, il y a énormément de jobs. Il y a des jobs pour des ingénieurs et des scientifiques très qualifiés, très experts, mais il y a aussi des jobs pour des gens de marketing et qui font finalement la traduction de ce qu'a trouvé l'ingénieur ou le scientifique pour l'amener, la traduire en besoin ou en usage pour l'audience. La data, c'est le nouveau directeur du marketing. C'est là que ça va jouer. La data et toutes les données qui circulent sont finalement le carburant des modèles économiques de ces sociétés numériques. S'il n'y a plus de data, l'histoire s'arrête. Avec évidemment, d'ailleurs, pour compléter le panorama, des gisements et des opportunités de carrière et d'emploi extrêmement intéressantes pour les gens qui vont encadrer la data. On voit bien, c'est des débats de société. La notion d'éthique, la notion de liberté, etc., etc. Donc c'est au cœur à la fois des grands mouvements économiques des entreprises les plus successful au niveau mondial, et c'est en même temps au cœur des grandes préoccupations sociétales. Donc pensez à cette notion de data, et si vous êtes intéressé, en tout cas si vous n'êtes pas trop réfractaire aux chiffres, pensez comment est-ce que vous pourriez les utiliser plus tard. En tout cas, habituez-vous à les utiliser. Habituez-vous à lire les chiffres. On ne vous demande pas de faire des équations trop compliquées, on vous demande d'être capable de les lire pour en prendre des décisions. C'est ça la data, par rapport à vos expertises potentielles. Dernière dynamique dont on parle beaucoup en ce moment, alors là, c'est le Graal, tel qu'il a été défini par Mark Zuckerberg il y a encore une semaine, c'est les métaverses. Je sais, la plupart, j'imagine, d'entre vous sont familiers, vous êtes familiers avec ce que c'est. Donc c'est des univers virtuels qui sont créés où vous pouvez évoluer avec des avatars et faire des tas de choses, participer à un concert, jouer, mais aussi dialoguer avec des amis, sortir, voyager, etc. Avoir des prestations médicales et autres et autres et autres. C'est infini. Et donc, c'est un peu, en résumé, si on pourrait qualifier ça de la prochaine étape à la fois de l'Internet et des réseaux sociaux, avec un mélange de réalité virtuelle et de présence physique, de réalité physique. C'est ça les métaverses. Alors évidemment, ça demande des recherches et des investissements que seuls les GAFA peuvent mettre sur la table en termes d'argent. Ça ne va pas démarrer tout de suite, mais ça va singulièrement modifier, faire évoluer les usages. Pensez à la richesse que ça va représenter, alors, encore une fois, avec les débats qui peuvent s'y associer en termes de liberté, d'éthique, est-ce que c'est le monde que l'on veut? Et moi, je trouve que c'est pour ça aussi que c'est excitant les métiers de communication, parce qu'ils sont absolument, infiniment arrimés à la société et aux grands enjeux de société. On ne peut pas aujourd'hui travailler dans les médias, dans le digital ou dans la fonction com d'une entreprise ou d'une institution sans penser aux grands enjeux de société. Et donc ça vous force gentiment, si vous réfléchissez à ça, ou si vous êtes étudiant dans le domaine, à réfléchir plus largement qu'à votre thématique d'études. Alors les métaverses, ça va être certainement, quand vous sortirez de vos études, ça sera là, en grande partie, ou presque là, en tout cas pour ceux qui sortiront dans 3-4 ans. Les prémices seront déjà établies et il y aura des métiers liés à la conception, à la production de contenu, au marketing. Il va falloir là aussi marketer tout ça. Donc c'est des évolutions qui vont venir vite parce que l'effort financier qui est déployé par Google notamment ou Facebook là-dessus est dantesque. Passons maintenant à nos 5, au top 5, si je puis dire. Après la fonction com des entreprises et après les médias, au digital. Il y a quelque chose, alors là, j'insiste énormément là-dessus, c'est la montée en puissance inexorable des compétences qui vont vous être demandées de plus en plus en technologie. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on engage un responsable de com ou un DIRCOM s'il n'a pas de connaissances technologiques. Alors on ne vous demande pas de savoir coder, c'est pas ça, mais on vous demande d'être quand même assez pas pointu, mais familier avec les notions technologiques et avec les notions numériques. Ça va au-delà d'un tableur Excel où voilà, on vous demande de
pouvoir comprendre ce que c'est que la fabrication technologique. On vous demande de pouvoir comprendre ce que c'est qu'une chaîne de valeur de création dans le domaine de la technologie, et de plus en plus. Et moi, je vois ça monter en puissance depuis 5-6 ans de manière très forte. Donc attention à ça, parce que c'est un point à la fois d'opportunité pour ceux qui ont ce goût-là, mais c'est un point de vigilance pour ceux qui auraient mis ça de côté. Il y a fort à parier que l'entrée dans le monde du travail, dans les domaines ou dans les sphères au sens le plus large, de la communication, des médias, etc., se fera par la clé technologique pour vous. Donc on vous testera là-dessus et on testera vos connaissances là-dessus. Soyez vigilants. Deuxième dynamique, deuxième point, c'est le data et l'IA, qui sont des expertises, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais à potentiel immense pour les gisements d'opportunités que ça peut représenter en termes de travail. Dans les fonctions comme des entreprises, la data et l'intelligence artificielle sont utilisées pour mieux cibler les messages. Aujourd'hui, enfin, un DIRCOM dans 10 ans devra être parfaitement utilisateur spontané de l'intelligence artificielle. Il faudra qu'il ait ces connaissances-là. Dans les médias, je n'y reviens pas, ça a été dit tout à l'heure, c'est le cœur des modèles économiques des médias futurs. Donc pensez à ça en termes d'anticipation de ce que vous pouvez imaginer comme orientation professionnelle, l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle. Lisez, ça change toutes les semaines. Il y a une communication, c'est le cas de le dire, pléthorique en la matière. Mais lisez, connectez-vous à des lettres, lisez Medium, lisez Inc, lisez Madines, lisez et regardez ce qui se passe. Le marketing digital et le e-commerce, immense opportunité déjà, alors qu'ils se sont vus accrus là, durant les 18 mois ou 20 mois de pandémie, on l'a bien vu, mais qui continuent, on n'a encore rien vu. Enfin, on n'a encore rien vu. J'animais il y a quelques semaines un débat qui porte sur les marketplaces. Imaginez-vous que sur Amazon, qu'est-ce qui tire son épingle du jeu? Ce n'est pas les marques établies. Ce n'est pas les Evian, ce n'est pas les Danone, ce n'est pas les Procter & Gamble ou les Colgate. C'est ce qu'on appelle des DNVB, c'est-à-dire des pure players, des marques qui sont nées avec le digital et qui ont un rapport avec Amazon, avec ManoMano, avec Rue du Commerce, qui est différent. Donc pensez à ça, parce que ce marketing digital qui est en train de transformer la fonction marketing et le e-commerce, puisqu'à un moment, si vous êtes dans non pas la fonction communication, mais le secteur de la communication, évidemment, il faut vendre des programmes à travers différents modèles. Ça peut être l'abonnement, ça peut être autre chose, ou la publicité, ou un mélange de tout ça. Mais pensez à ça, parce que c'est des gisements d'opportunités pour vous dans les années qui viennent extrêmement importants, ces fameuses marketplaces. Quatrième point, c'est un point dont on parle moins, et pourtant il est omniprésent, y compris dans les médias et dans le digital. C'est la cybersécurité. Elle va continuer à se développer, elle va continuer à se sophistiquer. Rappelez-vous les grandes histoires de cyberattaques, y compris de TV5 il y a quelques années, il y a 5-6 ans, avec le signal télévisuel qui s'arrête, écran noir, etc. Pensez à ça aussi sous l'angle de la piraterie, qui est combattue largement par les grands studios, par les producteurs évidemment, pour protéger leurs droits. Et bien ça va aller encore plus dans la sophistication. Ça peut représenter, en tout cas si ce n'est un métier demain pour vous, un centre d'intérêt. Vous allez devoir l'intégrer pour les fonctions et les gens qui se dirigeront vers des métiers liés au contenu ou aux médias. La cybersécurité, ce n'est pas simplement empêcher des grosses cyberattaques, c'est protéger le copyright, c'est-à-dire la propriété intellectuelle sur tel ou tel contenu. À un moment où ce qu'on appelle la chronologie des médias est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, un film, même encore maintenant, sort en salle, et puis ensuite, 4 mois après, en tout cas 6 mois après, sur Netflix, etc. Aujourd'hui, Netflix a dit, d'ailleurs, ou Disney, à travers son application Disney+, a dit « ça suffit, les salles, c'est terminé pour nous, on passe directement sur l'appli Disney+, provoquant l'ire et la colère de certaines actrices bien connues qui ont dit « bah oui, mais moi, ça me gêne parce que mon contrat, il était calé sur les succès en salle. Donc vous êtes en train de m'arnaquer, etc., etc., etc. » Donc pensez, gardez bien cette notion de copyright, de comment dans un monde extrêmement numérique et numérisé, on fait pour protéger les droits des créateurs, des concepteurs,
Et ça peut être des gisements aussi là intéressants pour vous. Et puis, dernier point, dernière dynamique concernant le digital, c'est que le digital, c'est tout sauf une technologie. C'est tout sauf comment dirais-je, un mode de création. Enfin, c'est tout ça, mais c'est avant tout une culture. C'est une culture qui a touché, qui a irrigué, évidemment, tous les gens que nous sommes en termes d'usage, mais les entreprises sont totalement irriguées. Et plus important, c'est une part aujourd'hui importante de ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. La culture digitale vient nourrir un des grands enjeux que devront traiter les responsables de com ou les DIRCOM de demain, c'est la création, le renforcement, l'alimentation de la culture d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait d'une entreprise quelque chose qui est plus qu'un organe économique, qui parle aux gens, qui parle à des talents, qui donne envie aux gens de progresser, d'avancer, etc., etc. Donc ça, c'est important parce que le digital vient irriguer les réflexions sur la culture d'entreprise en tant que telle. Tout ce qu'on voit aujourd'hui en mode de management, c'est-à-dire des managements décentralisés, ce qu'on appelle la co-construction ou transverse, etc. Et finalement, ça a été facilité par les outils qu'on a, les outils de réseaux sociaux internes, les outils de réflexion partagée, etc., etc. S'il n'y avait pas ça en technologie, ça serait beaucoup plus difficile. Donc la technologie et le digital en particulier vient servir cette évolution culturelle de l'entreprise au sens beaucoup plus large. Et là aussi, ça peut nourrir des réflexions et des gisements d'emploi par rapport à des gens qui voudraient s'orienter vers la culture d'entreprise. Il y a des cabinets spécialisés qui travaillent là-dessus. Il y a évidemment les communicants internes ou les communicants tout court. Donc ça peut être là aussi de formidables opportunités pour vous dans les années qui viennent. Donc voilà très rapidement dressé à la fois sur la fonction comme les médias et le digital, respectivement 5 grandes dynamiques qui sont, à mon avis, les dynamiques principales créatrices d'opportunités pour vous, maintenant, dès à présent, mais peut-être encore davantage pour certaines d'entre elles, dans les 5 ou 6 ans qui viennent. Alors, on va passer aux questions, si vous en avez, du moins j'espère. Alors moi, j'en ai plein que je me pose à moi-même tous les jours, mais je peux les partager avec vous. Mais on va d'abord prendre celles qui ont pu émaner de différents participants. Merci beaucoup. Alors, il y a 2 façons de procéder. Soit on passe directement aux questions de la salle et ensuite je prends les questions dans le chat. Soit je pose moi-même quelques questions que j'ai, ce qui serait un peu égoïste, mais des questions qui, à mon avis, peuvent vous concerner parce qu'on a que quelques années de différence. Et ensuite, je passe la main. Comme tu préfères. Non, commence peut-être à une question, et Allez. puis ensuite on enchaîne avec les questions de la salle et les questions prises dans l'auditorium. Alors, il y a une phrase qui m'a particulièrement... je vais essayer de te regarder dans les yeux, mais de regarder les autres aussi. C'est utopique. Oui, c'est utopique. Il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué, c'est quand tu as cité Warren Buffett, qui dit qu'il faut 20 ans pour construire une réputation et qu'il faut 5 minutes pour la détruire. C'est un peu une punchline, mais il y a un bout de réalité là-dedans. La formule est particulièrement révélatrice du monde d'aujourd'hui, et il va plus loin, il dit aussi, une fois que vous savez ça, il faut se comporter différemment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à des étudiants qui se dirigent vers ces métiers de la communication, déjà sur les pratiques, sur les manières dont ils doivent utiliser les réseaux sociaux, et sur comment finalement se dire « je ne suis pas dans une privation de ma liberté, je fais simplement usage d'un savoir que d'autres ne vont pas avoir au même âge ». Alors, l'utilisation des réseaux sociaux dans la sphère communication au sens large des entreprises, elle est évidemment très sensible, puisque c'est très souvent là que naissent les crises, et c'est très souvent là qu'on répond aux crises. Donc il faut savoir à la fois, et d'ailleurs toutes les entreprises ont monté ça, peu ou prou, ou en interne ou en utilisant les services d'agences spécialisées,
mais il faut avoir, une lecture anticipatrice pour être en veille constamment sur ce qui se passe, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi un formidable baromètre. Si vous êtes un peu organisé et qu'il y a quelques process, une entreprise peut savoir à tout moment ce qui est dit sur elle, ou sur son activité, ou sur les tendances qui concernent son secteur d'activité. Donc il y a l'utilisation en tant que repérage d'informations et de signaux plus ou moins faibles, plus ou moins affirmés, de ce qui peut se passer. Ensuite, il y a la gestion du réseau social. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit encore certaines erreurs qui sont commises, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que oui, c'est des canaux, des médias, des plateformes qui sont à haute dose de sensibilité et de réactivité potentielle. Donc ça se manipule et ça se travaille avec beaucoup de subtilité. Combien de fois on voit des gens qui tweetent et puis alors après, ou une personnalité qui dit « Ah, son tweet a disparu, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais pas blesser ». Enfin, on a tous vu ça. Absolument ridicule. Je voulais pas blesser. Bah oui, mais enfin, le mal est fait. Donc, il faut mieux penser 2 ou 3 fois avant, et être subtil dans sa réflexion. Comment est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie? Comment est-ce que je réponds pas à chaud, mais que je construis une réponse plutôt organisée, etc., etc. Donc, un rôle en amont de réflexion, de repérage de ce qui se passe, au sens large du terme, de vigie, et puis un rôle en aval, subtil, fin. C'est pour ça que j'ai parlé d'architecte tout à l'heure, ou de chef d'orchestre, qui doit être joué par les communicants, qui doivent pianoter sur l'ensemble de ces réseaux sociaux et plus largement l'écosystème numérique, qui doit être complémentaire, etc. Est-ce que c'est complexe? Oui, c'est très complexe. Et la deuxième partie de la question, c'était? La deuxième partie de la question, c'était comment appréhender ça, non pas comme une privation ou une restriction des libertés, ou faut-il l'appréhender comme ça d'une certaine façon? Ça peut aussi être une réponse. Comment finalement dire à des personnes qui ont envie de travailler dans ces métiers de la communication qu'ils peuvent faire leur métier de façon intègre, paradoxalement avec ces problèmes de liberté qui peuvent se créer? Oui, mais à partir du moment où... Enfin, ça dépend. Là, on parle d'usage professionnel. Hein. On n'est pas dans un usage personnel des réseaux sociaux. Dans un usage professionnel, vous êtes, entre guillemets, dans une liberté inscrite dans une stratégie d'entreprise. Vous êtes dans une liberté, entre guillemets, très formatée quand même. Mais c'est vrai si vous aviez à écrire un bouquin sur l'entreprise, ou c'est vrai si vous êtes directeur de la pub. Vous ne pouvez pas aborder n'importe quel territoire. Il faut que ça soit cohérent avec les valeurs de la marque, avec le territoire de la marque, etc. Donc il n'y a pas tellement une question de liberté à partir du moment où c'est effectué, où c'est réalisé dans le cadre de l'entreprise. Il y a plutôt une question de comment est-ce que j'interprète sur les réseaux sociaux la stratégie d'entreprise. Et comment c'est cohérent avec ce qui est dit dans la pub sur la campagne actuelle. Voilà. Mais il n'y a pas de... la liberté, si tant est qu'il y ait eu une question sur la liberté, elle se pose aussi sur l'ensemble des médias, pas forcément sur les réseaux sociaux. À partir du moment où on travaille pour une entreprise, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Et on doit respecter, entre guillemets, l'image, la stratégie, ce que décide le board ou la direction, etc. Donc on est quand même dans une liberté restreinte. D'accord. Alors je pense qu'on va utiliser le micro, c'est plus simple, parce que sinon... Ouais, on va utiliser le micro. Je crois que ça marche, oui. Merci beaucoup. Tu poses une question, Mathieu? C'est pour les étudiants que nous faisons cette conférence. Est-ce que vous avez des questions, jeunes gens? Si tu as des questions dans le club, tu peux regarder. En attendant Il qu'il... y a des questions. Hein. Et des questions là qui arrivent? Ah, c'est bien. Bon, n'hésitez pas à m'interpeller si vous en avez. Là, je sens qu'il y en a par ici, non? Les L2. J'ai pas de questions. En attendant les questions que Thomas va nous révéler, je voulais revenir sur cette crise de la presse dont tu parlais. Effectivement, actuellement, cette semaine a été annoncé que les cartes de presse étaient diminuées de 37 000 à 34 000, et probablement aux assises de la presse qui auront lieu fin de semaine, on annoncera 32 000. Bon,
Néanmoins, ce n'est pas pour autant que le journalisme disparaît, ni les contenus, ni la création de contenus disparaît. Et c'est là, je pense qu'il faut se rendre compte, et on le voit bien à travers ta démonstration, qu'on n'a jamais créé autant de contenus, mais sous d'autres formes, avec d'autres procédures, d'autres moyens. D'autre part, je voudrais insister aussi sur un fait, c'est la vitalité de la French Tech française dans le domaine de la communication. Cette semaine, on a vu encore des levées de fonds tout à fait spectaculaires par des grandes entreprises de communication et des jeunes entreprises de communication. Hein. Alors bien sûr, comme des gens comme Believe, comme Sorare, qui ont fait d'énormes levées de fonds qui les portent quasiment à un stade de licorne en 2 ou 3 ans, ce qui est absolument extraordinaire. Mais surtout, je voudrais insister une chose par rapport à nos étudiants qui sont jeunes, c'est qu'on regarde le profil des patrons de ces nouvelles sociétés qui sont en train de balayer en réalité le vieux CAC 40 quelque part. Bon, aux États-Unis, ça se passe pareil. Ce sont des gens qui sont de la génération Y, c'est-à-dire celle d'avant eux, c'est-à-dire des générations des gens des années 80. Et quand vous voyez à peu près le profil de ces équipes dirigeantes, des équipes de création de ces boîtes qui sont en train de faire complètement le nouveau jeu capitalistique, ce sont des sociétés où il y a généralement 3 personnes, hein, c'est-à-dire qu'il y a un communicant qui a compris tout ce que Bertrand vous a expliqué. Généralement, il y a quelqu'un qui est même management HEC de ce profil-là, et puis un ingénieur de la discipline où ça s'exerce. Mais ils sont 2 à 3 et naturellement, on s'aperçoit que ce sont des gens qui ont 35, 36 ans, quoi, approximativement la moyenne. En tout cas, au démarrage, oui, et dans une phase de déploiement, c'est ça. Absolument. Après, quand la start-up devient une scale-up, etc., n'oublions pas que ça peut être le contraire. C'est-à-dire que, alors Absolument. moins en France, mais là, on a du travail à faire. Je vais vous citer un exemple. TikTok, moyenne d'âge des utilisateurs de TikTok, 12 ans. 12 ans et demi. L'ancien patron de TikTok, qui venait de Disney, 64 ans. Donc, ce que tu dis est parfaitement vrai jusqu'à une certaine phase de croissance et de développement et de montée en puissance de l'entreprise. Après, il faut organiser cette croissance, la structurer, marketer. Et là, il faut un peu plus de il faut toujours des jeunes et des jeunes diplômés et des jeunes expériences. Mais c'est encadré ou c'est aussi guidé. Et c'est ça aussi qui fait le sel et l'intérêt, je trouve, d'une entreprise. C'est l'intergénérationnel. Ça, c'est formidable. C'est pas assez développé en France, malheureusement. Ça se développe, mais il faut et vous allez être des générations qui allez, je pense, vivre ça. Quand on peut allier expérience, fraîcheur des idées, nouvelle lecture d'un marché, hein, mais c'est dans une entreprise, sur le plan humain, c'est extraordinaire ce qu'on vit. C'est absolument étonnant. Oui, c'est absolument étonnant. Non, ce qu'il y a, c'est que se rendre compte qu'on s'arrêtait souvent, nous, au stade des startups. On est maintenant dans les scale-up, souvent. Mais c'est vrai que pour passer le stade suivant, qui est celui de la licorne, là, il faut effectivement des équipes renforcées. Hein. Mais on fait d'énormes progrès. Je dis, les dernières levées de fonds sont incroyables. Hein. En tout cas, et pour des raisons de technologie, comme on l'a évoqué là, et pour des raisons sociétales aussi, hein, de comportement, de tendances lourdes de société, il y a un besoin, de communicants qui est considérable, avec peut-être les paradigmes que j'ai évoqués tout à l'heure, la crise, la com sensible, etc. Et puis, un besoin démentiel de créateurs de contenu, de gens qui vont y participer. On parlait des journalistes, mais il y a aussi des concepteurs de programmes, des réalisateurs, des producteurs et des marketeurs. Il faut le vendre, tout ça. Donc, c'est des secteurs en pleine ébullition en termes de gisement potentiel. Alors, j'ai une question sur le chat d'Evelyne, qui est enseignante en communication et qui aimerait que vous développiez davantage sur l'outillage des étudiants. Quel est le meilleur outillage déjà, il y a un outillage, entre guillemets, que je qualifierais lié à l'usage personnel. C'est-à-dire que vous êtes tous utilisateurs de plusieurs réseaux sociaux, plusieurs fois par jour, parfois trop. Alors, je ne parle pas de ce qu'il faut faire pendant les cours, hein, mais il y a déjà tout cet écosystème-là d'outils
que les étudiants utilisent pour des besoins personnels et qui vont retrouver dans les entreprises. Bon. Ensuite, il y a des outils collaboratifs qu'on trouve dans les entreprises, qui doivent, à mon avis, trouver leur place aussi dans les sphères d'enseignement pour permettre aux étudiants et aux participants de ces enseignements à s'habituer à collaborer, à travailler ensemble, à co-construire des décisions, à co-construire des projets, à travailler en mode start-up ou en mode projet, etc. Parce que c'est ce qui va se passer demain. Et puis enfin, il y a des outils, c'est pour ça que je parlais de chiffres tout à l'heure, d'aide à la décision. Si je prends, par exemple, tu parlais de licorne, Bernard, Anaplan, qui est une boîte d'origine française qui est cotée au Nasdaq, qui vaut plusieurs milliards, c'est de la prise de décision stratégique, pas seulement pour les médias, pour tout type d'entreprise, pour tout type de secteur, en réunissant les différentes fonctions, commerciales, financières, supply chain, logistique, et tout ça est mis en forme grâce à la technologie numérique. Et il faut quand même savoir lire les chiffres. Le digital est quand même quelque chose, en termes de racines, c'est des chiffres, ce sont des chiffres. Donc, alors après, si vous êtes réfractaire aux chiffres, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas des très belles carrières dans le domaine digital, et ce n'est pas absolument nécessaire. Enfin, le chiffre aujourd'hui, savoir lire des données chiffrées est important. Il ne s'agit pas d'être des spécialistes en mathématiques, ce n'est pas ça l'idée. C'est d'être capable de traduire des chiffres en décisions ou en informations. Donc, pour répondre à la question de la personne, c'est aussi habituer les étudiants à travailler sur des cas concrets, à prendre des décisions en commun sur des simulations, par exemple, de business games, etc., etc. Alors, on a eu... Excusez-moi, il y a une question parmi nous. Vous avez parlé du rôle que va prendre l'IA dans les médias dans les années qui vont venir. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Et pour vous, ça va être un rôle plutôt sur de l'information, sur de la récolte de données, ou ça va être un rôle réellement décisionnel dans les médias? Aujourd'hui, c'est déjà un peu les deux. C'est-à-dire que alors, le curseur penche plus en ce moment, depuis le début, sur une intelligence artificielle plutôt dédiée à de l'information qui serait repérée, à de l'analyse prédictive, comportementale sur tel ou tel usage. Par exemple, Netflix l'utilise beaucoup pour savoir ou tenter de prédire ce qui peut marcher, ou si les gens sont plus sensibles à des séries policières ou de science-fiction ou autres, etc., etc. Donc ça, c'est un premier bloc, un premier volet qui est déjà largement utilisé et qui va continuer à utiliser. Pourquoi? Parce que l'IA se sophistique et c'est un principe de deep learning, donc d'intelligence qui grandit avec la masse, avec la volumétrie des données. Et donc on est rentré dans un espèce de cercle. Certains diront alors vertueux, d'autres diront peut-être vicieux, mais en tout cas, pour ce qui nous préoccupe ce soir, on va rester sur cette notion de cercle vertueux, qui consiste à se dire, je peux mieux prédire en tant qu'entreprise commerciale, vivant sur un modèle commercial, axé modèle commercial sur ma connaissance de l'audience. Je peux mieux prédire les comportements, les goûts, les évolutions de ces goûts de telle ou telle tranche d'âge, de tel ou tel public, et donc je sers mieux mon public. Alors ça, c'est le volet... Pardon? Il y avait une autre partie dans la question, juste. Je ne sais pas qui parle. Bon, il y a un autre volet dans votre question, c'est donc en dehors du prédictif, c'est aussi utilisé, et de l'analyse, c'est aussi utilisé comme, on va dire, input direct. Alors, certains titres de journaux, l'IA joue un rôle. Le New York Times a beaucoup utilisé ça depuis déjà 5, 6, 7 ans, avec des modifications à la dernière minute de leur une liées à l'intelligence artificielle. Bon, on n'en est pas tout à fait là encore en Europe ou en France en particulier. Mais enfin, c'est quelque chose qui sera appelé à jouer un rôle grandissant, certainement. C'est-à-dire le rôle non plus seulement prédictif, mais directement articulé à la production du contenu, qu'il soit journalistique ou de divertissement d'ailleurs. Donc c'est les deux. Une question ? Oui, j'ai une réaction d'un journaliste qui s'appelle Aymeric Siméon et qui rebondit sur ce dont tu parlais tout à l'heure, le livre Hier journaliste, et qui témoigne du fait que pour lui, l'information est devenue un bien de consommation
et que c'est une voie qu'il trouve de plus en plus difficile de suivre. Et il rajoute que de son point de vue de journaliste, il te rejoint sur l'importance de l'intelligence artificielle et d'appréhender ces sujets très tôt dans une scolarité. Et un autre intervenant te demande quelle place tu accordes à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à partir de quand et comment et quelles sont les limites pour l'appréhender. Alors, les limites, je ne sais pas. Enfin, il y a des modèles, on vient d'en citer quelques-uns, journalistiques ou autres entreprises de divertissement, enfin pas que de divertissement, mais de plateformes comme Netflix ou Spotify, qui surutilisent et vont surutiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Après, je ne suis pas en train de dire qu'en dehors de ça, il y a point de salut. Il y a des modèles éditoriaux, journalistiques ou autres, qui ont montré que, et moi je suis un fervent supporter de ça, il faut aussi savoir pratiquer une offre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une analyse des usages, quand bien même elle serait prédictive, mais il faut aussi savoir offrir quelque chose de neuf. Les MOOC ou certains titres de presse ont été très créatifs en France depuis les 15 dernières années, avec plus ou moins de succès. Mais quand on prend la revue 21 ou la revue America, qui a arrêté, mais enfin qui a eu un très beau succès, ou le groupe So, pas d'IA ces gens-là. Ils proposent un contenu de qualité, ou Good Life, par exemple, qui est un magazine, ils proposent des contenus de forte valeur ajoutée qui peuvent séduire un public généraliste ou spécialiste ou expert ou segmenté. Donc, il n'y a pas l'IA, et puis en dehors de ça, non. L'IA sera utilisée dans des modèles, sera au cœur de certains modèles, notamment les modèles pure player, les modèles économiques des plateformes, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il y a une vie en dehors de ça? Bah oui, heureusement. Et je pense qu'il faut défendre absolument, fortement, l'idée qu'on puisse construire des offres ou des produits, j'aime pas le terme, enfin des contenus éditoriaux, des contenus journalistiques, des contenus autres, à destination de publics plus ou moins variés, sans utiliser l'intelligence artificielle. Est-ce que ça sera difficile? Oui, parce qu'en face de nous, on a une évolution des usages. Je reviens à cette notion d'usage, où des générations entières, dont vous faites partie, oui, vous êtes intégrés depuis un certain nombre d'années déjà dans l'écosystème numérique. Donc les gens passent d'une plateforme de jeu à une lecture en ligne d'un bouquin, etc., etc. On le voit bien, hein, dans les chiffres, ça se traduit par des évolutions de consommation qui ne sont pas neutres quand même. Hein. La PQR ou la presse nationale peut en témoigner. Mais je pense qu'il ne faut pas tout abandonner à l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut garder son libre arbitre là-dessus, être vigilant parce qu'effectivement, les limites peuvent être atteintes dès qu'on trace des lignes qui touchent à l'éthique, à la liberté individuelle, etc. etc. Donc, enfin, en Europe, c'est assez encadré, hein, plus qu'aux États-Unis. Excusez-moi, il y a une question ici. Bonsoir. Alors juste une petite question par rapport à ces nouvelles technologies qui arrivent dans la communication. Comme chaque évolution a un peu sa part néfaste, qu'est-ce qui selon vous est dommageable dans ce qui se prévoit pour l'évolution de la communication? Ce qui serait dommageable, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on en vienne à finalement un paradigme qui serait uniquement centré, exclusivement centré sur la connaissance ou la soi-disant connaissance qu'on a, prédictive ou pas, des comportements, et de caler uniquement des décisions, des propositions de films, de programmes, de bouquins, de ce qu'on veut, qui seraient calés uniquement là-dessus, ces décisions sur la connaissance. Donc ça limite, hein, c'est un peu ce qu'on a vécu à une autre échelle, avec ce qu'on a appelé les bulles informationnelles d'un réseau social, qui vous, en fonction de vos consommations, vous savez que ça a été un grand débat, hein, comment est-ce que, en fonction de ce que vous avez consommé, on vous propose toujours la même chose. Rappelez-vous, lors des débats qui a eu lieu en Europe et dans le monde entier il y a 2-3 ans là-dessus, en disant l'obligation qui a été faite aux réseaux sociaux, Facebook et les autres, de proposer des contenus qui n'allaient pas dans votre opinion. Donc vous avez beau consommer, donc pour avoir une espèce d'opinion balancée. Puisque sinon la tendance est effectivement à l'algorithme, le cœur même du dispositif numérique, l'algorithme vous enferme dans une bulle
thématique, informationnelle, c'est son nom, qui vous plaît, et à ce moment-là, vous sortez pas. Donc ça, c'est un risque. Ah, je ne sais pas si c'est une opinion, un cri de douleur par rapport à nos propos, ce que je n'espère pas, mais en tout cas, le digital et les évolutions peuvent faire souffrir aussi. Voilà. C'est un micro à Reims, je pense. Il y a une question par ici. Là, en haut, à votre gauche. Ah, La voix ne veut pas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Je voulais revenir sur la mutation. Vous parliez des mutations des métiers de la communication. Et vous parlez aussi surtout des nouveaux métiers qui apparaissent. Et moi, j'avais une question sur quand nous, on va arriver sur le marché du travail et que il y aura un besoin ou une conscience de ces nouveaux métiers. Comment ça va se présenter ? Par exemple, si les postes n'existent pas encore, est-ce qu'il faudra s'attendre à des... Comment dire ? quand est-ce que vous allez arriver sur le marché du travail vous-même? Dans, je sais pas, 5 ans ou plus. Dans 5 ans, tout ça, là, ça sera là. Oui, mais c'était plus dans l'embauche, comment ça se présentera? Est-ce qu'il y aura des emplois internes, des nouveaux emplois internes avec des... Je perds mes mots, comment on appelle quand on emploie? Il y aura, en fonction des évolutions, mais qui sont à peu près décrites là, des besoins assez importants en termes d'opportunités pour vous. Il y aura des besoins en termes de communication, je ne sais pas si c'est ça qui vous intéresse, de communication à l'intérieur de l'entreprise, de communication interne, de communication externe, plus évidemment tout ça plaçant en son cœur la technologie et la culture digitale. Il y aura des besoins d'expertise, tels que je les ai mentionnés tout à l'heure. Il y aura des besoins d'expertise en communication sensible. Il y aura des besoins, c'est déjà le cas, démultipliés en termes de gestion des réseaux sociaux, ce qui est un casse-tête phénoménal pour les entreprises. De comment est-ce qu'on crée une politique homogène à partir du moment où c'est interactif. Et donc, je peux répondre à un message, sauf que c'est démultiplié fois 5 ou fois 7 réseaux sociaux. Donc, il y aura tous ces besoins-là, avec une complexité des enjeux absolument forte, qui va nécessiter des expertises, de la subtilité, de la finesse et d'apprendre en marchant. Puisque ça va... En fait, peut-être pour la première fois depuis l'invention de l'électricité ou autre, on est toujours un peu derrière la rythmique d'évolution des potentialités technologiques. Et c'est très difficile à suivre d'ailleurs et à digérer. Donc à peine s'est-on familiarisé avec quelque chose, un concept, un modèle, qu'on passe à autre chose. Donc on apprendra, c'est la limite, oui, il y a une forme d'humilité à tout ça, c'est qu'on apprendra aussi en étant humble, en disant je ne sais pas tout, et puis ce que je sais aujourd'hui, ça ne sera pas forcément valable demain. C'est pour ça que d'aucuns prédisent non pas la fin des compétences de savoir-faire, mais en tout cas l'avènement absolument très important des compétences de savoir-être. La créativité, la curiosité, l'humilité dont je parlais tout à l'heure, la capacité à travailler en équipe, l'intelligence relationnelle, l'intelligence situationnelle. Tout ça, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, c'est-à-dire les compétences de savoir-être, vont prendre le pas sur les compétences de savoir-faire qui seront impossibles à suivre et traitées d'ailleurs ou par des machines ou des algos ou des robots. Alors là, on n'est pas à 5 ans, 6 ans, comme on est peut-être à 15, 20 ans. Enfin, vous le vivrez. Mais je vous le souhaite parce que ça va être hyper excitant. Oui, merci. J'ai juste un élément, peut-être un complément de réponse par rapport à la question qui a été posée. Je regardais sur le site justement de l'ICP, parce qu'il y a le recrutement d'un chargé de communication interne. Donc voilà, à l'ICP, qui a un chargé de communication interne, je crois que ça répond précisément à votre question. En fait, il y a un descriptif de poste, très concrètement. Dans le descriptif de poste, il y a à peu près une quinzaine de choses. Il y a une quinzaine de choses qu'il faut savoir faire. Et je pense que dans cette quinzaine de choses qu'il faut savoir faire, on en retrouve certaines qui ont été dites là, et d'autres qui n'ont pas été dites là. Voilà. Qui n'a pas été dit parce que ce n'est pas l'avenir. Et il y a des choses qui ont été dites là qui ne se retrouvent pas dans ce profil de poste. Par exemple, il n'y a rien sur les chiffres. Donc l'ICP cherche
un chargé de communication interne. Et c'est vrai que dans les 15 demandes, il n'y a rien sur les chiffres. Et ça veut dire que demain, à l'ICP, normalement, si vos prédictions sont vérifiées, quand on cherchera un chargé de communication interne, il y aura quelque chose sur le sujet chiffres, intelligence artificielle. Voilà. Donc concrètement, moi je pense que les dénominations de postes ne vont pas forcément changer. Dans 5 ans, ce sera à peu près les mêmes titres que l'on retrouvera, mais ça sera très clairement dans les skills, hein, la technicité que l'on vous demandera d'avoir, à la fois dans votre CV et dans vos entretiens, qu'on attirera l'attention là-dessus, je pense. D'où la nécessité, pour moi, je trouve très utile d'entendre ce type de discours, parce que ça veut dire que ce qui est dit là aujourd'hui, c'est ce que vont demander les employeurs demain, très concrètement. Donc ça vous permet, et ça, j'allais dire, les professionnels sont aussi bien placés que les enseignants pour vous donner cette vision-là, quoi. Alors ça sera vrai demain, et pour certains, c'est déjà vrai aujourd'hui. Et quand on voit l'évolution des fonctions et des titres, et au-delà des titres, des skills ou des compétences qui sont demandées. Là, je regardais dans mon activité professionnelle ce matin, j'avais quelqu'un que j'accompagne en termes de coaching et il regardait un poste de direction de la communication, engagement sociétaux de l'entreprise. Donc, c'est toutes les actions de communication qui peuvent être menées avec des associations, avec le tissu associatif, de fondations, etc., au sein de l'entreprise, en mobilisant les employés et en les engageant à avoir des actions comme ça. Il y a chez Suez une direction de la culture de l'entreprise. Je ne reviens pas sur la direction des contenus qui est en train d'émerger. Donc, ça va assez vite hein, quand même. Hein. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 3-4 ans. Il y a 10 ans, on parlait pas de branding employeur, de marque employeur. Aujourd'hui, c'est au cœur des préoccupations de l'entreprise dans la direction de la communication. Il y a des équipes de marque employeur très développées. Dans les banques notamment, il n'est pas rare de trouver 7-8 personnes sur la marque, sur le sujet, je dis bien, de la marque employeur, qui est une des thématiques de l'ensemble de la communication. Donc c'est déjà là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont apparaître dans les 5-7 ans? Oui. Est-ce que ça va s'accélérer? Oui aussi. Parce qu'on a tendance à accélérer la diffusion, l'intégration des innovations, de la technologie et leur traduction en compétences, en métiers et en attentes. Nous voyons, en Master 2, par exemple, les stages que font les étudiants. Ça revient exactement à la segmentation que tu as présentée ici. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés à la communication sensible, à l'e-réputation, ou justement à la marque, enfin, etc. On retrouve exactement ça dès maintenant. Et en fait, nos étudiants, nous, ce que leur demandons de faire, c'est ce qu'on appelle une étude conseil, c'est-à-dire pas du tout un rapport. Hein, ils sont dans situation de consultant junior, sur une problématique de la société, ce qui explique que chaque année, on en a plusieurs qui sont pris immédiatement en CDD, dans la mesure même où, en tant que consultant junior, ils ont résolu l'équation qui leur a été proposée. Et ça, je crois que c'est l'avenir. Mais on est déjà complètement dans ce monde-là. Oui, j'insiste, hein, je n'ai pas seulement parlé de tendances émergentes. Il y a des choses qui sont déjà parfaitement présentes et qui se traduisent par des métiers, des compétences requises actuellement, au moment où on parle. Excusez-moi, il y a une question ici. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question, moi, à propos de ce que vous avez dit, car vous avez parlé de transition écologique, de RSE, de com digital des entreprises, et que la communication était très intimement liée aux grands enjeux sociétaux. Or, du coup, on sait tous que la communication d'entreprise, comme vous l'avez dit, se fait beaucoup plus digitalement, qu'on envoie beaucoup de mails, que beaucoup de choses sont stockées sur les serveurs Drive,
dans la com interne d'entreprise, etc. Et or, on sait que tous ces moyens-là, les mails, sont très polluants, que les serveurs et les données qui sont stockées sur les serveurs font tourner et consomment énormément d'énergie. C'est vrai. Et donc, c'est un peu paradoxal. Et donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, savoir si, est-ce que pour vous, écologie et communication digitale sont conciliables ou non? Et est-ce que vous pensez que peut-être l'un prendra le dessus sur l'autre ou le contraire? Je pense que ce n'est pas inconciliable, mais ce que vous avez dit, factuellement, c'est vérifié. C'est-à-dire que la pollution générée par, on va dire, l'activité digitale, c'est dantesque. Donc, c'est très important. Est-ce qu'il y aura des solutions là-dessus? On peut aussi l'espérer. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer travailler là-dessus. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Donc, je ne crois pas que ça soit antinomique. Je crois que pour l'instant, il y a des contradictions, comme il y a des contradictions beaucoup dans l'entreprise qui peut prendre telle ou telle position sur tel ou tel engagement sociétal ou telle dynamique de transition écologique et qui, finalement, le fait en termes de communication et pas peut-être moins en termes d'action. Donc, le monde de l'entreprise, c'est un monde d'ambiguïté, c'est un monde de forces contradictoires qu'il faut gérer, dont il faut trouver la synthèse et s'accorder probablement un peu de temps. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas tout de suite. Mais je pense, moi, fermement, je crois au travail qui peut être fait scientifique, technologique, sur l'idée de rendre, évidemment, la communication digitale, mais j'enlève le mot communication, le digital, dans sa plus large acceptation, moins polluant. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse pour les hydrocarbures ou les énergies fossiles et qu'on ne le fasse pas pour le digital. Mais vous avez raison, c'est un très bon point, d'ailleurs qui était, je crois, évoqué hier ou avant-hier dans une émission sur France Télévisions, sur France 5 le soir. C'est maintenant ou c'est ce soir, voilà, je crois que ça s'appelle. Enfin bref. D'accord, merci beaucoup, j'irai regarder. Parions sur le progrès technologique qui peut nous amener à concilier ces deux notions. Bon, nous allons toucher à la fin de notre rencontre. S'il y a encore une ou deux questions, posez-les maintenant. Moi, dans le chat, il y en a une qu'on a laissée depuis longtemps en jachère. Juste une dernière question. Bon, vous aurez l'occasion d'applaudir 2 fois, c'est très bien. On prend juste une dernière question dans le chat parce qu'elle était là depuis un moment et je pense qu'elle est assez intéressante. Est-ce que vous voyez une spécificité française en matière de métier de la communication? C'est-à-dire, est-ce que la manière dont on traite la com et on forme au métier de la com en France, est-ce qu'elle est spécifique et est-ce qu'elle est toujours visible, audible par rapport aux États-Unis, à la Chine et à l'international? Ou est-ce elle est. Alors d'abord, est-ce qu'elle est? Je vais prendre la fin de la question. Est-ce qu'elle est visible, audible, existante par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou à la Chine? Bien sûr. On a des très belles entreprises de communication en France, d'abord, premier point, il ne faut pas l'oublier. Des champions mondiaux, Publicis, Havas, qui rayonnent dans le monde entier et qui conseillent les plus grandes entreprises, y compris chinoises, américaines ou australiennes, premier point. Deuxième point, on a des très belles entreprises françaises, soit classiques, issues du CAC 40, ou plus récemment issues du digital, qui font l'objet d'actions de communication, là aussi dans un cadre d'un rayonnement mondial et international. Donc la communication made in France, elle fonctionne bien, elle rayonne bien, et elle n'a rien à envier à qui que ce soit en termes de technique ou de méthodologie ou d'approche. En revanche, je crois que ce qui est intéressant, c'est que peut-être que la communication française n'est pas assez, c'est une question, n'est-elle pas assez tournée justement vers cette espèce de curiosité culturelle mondiale qui pourrait plus et mieux la nourrir. Parler de la Chine, mais on pourrait aussi regarder le continent africain avec certains pays qui ont des croissances à 2 chiffres. Donc comment est-ce qu'un communicant, dont le métier quand même consiste à être curieux, consiste à être articulé aux tendances de société, consiste à lire la société, comment est-ce que ces fonctions-là peuvent être plus et mieux articulées, plus et mieux nourries par une curiosité intellectuelle internationale? C'est plus comme ça que je vois qu'un manque, la communication française rayonne très très bien.
Bon, bien, merci beaucoup Bertrand pour cette... Merci à vous. Pour cette conférence inaugurale qui présage une belle année de communication. Le contrat est totalement rempli, d'autant plus que les étudiants ont été vraiment extraordinairement attentifs, y compris les plus jeunes d'entre eux, et tu leur as véritablement parlé tout en ayant gardé vraiment un haut niveau d'exigence au niveau de l'information et au niveau de l'intelligence de l'époque où nous sommes appelés à vivre. Merci Bertrand et à tout bientôt comme d'habitude. Merci à tous.